Et si une grande partie de ce qu'on croit savoir là sur l'apprentissage, la culture, même notre esprit, si tout ça reposait sur des idées un peu dépassées, Hmm. l'idée que l'esprit humain est une page blanche à la naissance, bon, c'est séduisant, non? Facile à imaginer. Oui, c'est une image forte. Mais est-ce que c'est juste? Aujourd'hui, pour notre exploration, on s'appuie sur des extraits de Blank Slate, La table rase en français, de Steven Pinker. Un livre important, oui. L'objectif, c'est de plonger un peu dans les arguments de Pinker contre cette idée de page blanche, et puis de voir ce que les sciences modernes, elles, nous disent sur la nature humaine. C'est quoi, au fond, cette interaction entre l'inné et l'acquis? Ben, c'est la question centrale, en effet. Et Pinker, lui, il s'attaque pas juste à la table rase. Il vise un trio d'idées qu'il trouve très ancrées et souvent un peu trompeuses dans notre façon de voir le monde. Ah oui, lesquels? Alors, il y a bien sûr la table rase, l'idée de Locke, esprit vierge à la naissance, tout vient de l'expérience. Ça, c'est la première. D'accord. Ensuite, le bon sauvage, une idée plutôt associée à Rousseau. L'humain naît bon et c'est la société qui le corrompt. Mhm. Et la troisième, c'est le fantôme dans la machine. Ça vient de Descartes, cette séparation nette entre un esprit immatériel et puis le corps physique. D'accord, le corps et l'esprit séparés. C'est ça. Et pour Pinker, en fait, ces trois idées, elles forment une espèce de dogme séculier qui, selon lui, nous empêche de bien nous comprendre. Un dogme séculier, carrément, hein. Ça pose le décor. Bon, alors, comment est-ce que la science moderne vient bousculer ce premier pilier-là, celui de la page blanche? Si l'esprit n'est pas vide au départ, qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Eh bien, il y a déjà pas mal de choses, en fait. Les sciences cognitives, par exemple, nous montrent un esprit qui est loin, très loin, d'être passif. Prenez le langage chez les enfants. Oui, La vitesse, la créativité avec lesquelles ils arrivent à maîtriser des règles de grammaire super complexes. Des règles qu'ils n'ont souvent jamais entendu formuler comme ça, explicitement. Ça suggère vraiment qu'il y a des mécanismes innés. l'idée de Chomsky, la grammaire universelle. Exactement, c'est cette idée-là. L'esprit semble comme pré-câblé pour traiter certains types d'infos, comme le langage justement. Et puis il y a la génétique comportementale qui enfonce le clou. Les études sur les jumeaux, c'est particulièrement parlant. Ah oui, les jumeaux. Les vrais jumeaux, les monozygotes, qui ont 100% de leurs gènes en commun. Ils se ressemblent psychologiquement beaucoup, beaucoup plus que les faux jumeaux, les dizygotes, qui partagent que 50% de gènes, comme des frères et sœurs normaux. D'accord. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que cette ressemblance, elle est toujours là, très forte, même quand ces vrais jumeaux ont été élevés dans des familles différentes, séparément. C'est vrai qu'on entend parfois ces histoires un peu folles de jumeaux séparés à la naissance, qui ont les mêmes tics, les mêmes goûts. C'est troublant. Ça va au-delà de la simple coïncidence, on dirait. Oui, tout à fait. Et ça concerne beaucoup de traits psychologiques, y compris ce que les psychologues appellent les Big Five, les 5 grandes dimensions de la personnalité. Océan, c'est ça. C'est ça, l'acronyme OCEAN. Ouverture à l'expérience, la curiosité, l'imagination. Conscienciosité, l'organisation, la discipline. Extraversion, la sociabilité, l'énergie. Agréabilité, l'altruisme, la coopération. Et névrosisme, la tendance à l'anxiété, l'instabilité. D'accord. Et l'héritabilité de ces traits, elle est significative. Ça montre une influence génétique qui est claire. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on a les gènes de l'introversion, par exemple, on est condamné à rester seul chez soi toute sa vie. J'imagine que Pinker ne tombe pas dans un déterminisme génétique trop simple. Non, absolument pas. Et ça, c'est vraiment crucial de le souligner. L'influence des gènes, elle est probabiliste, ce n'est pas déterministe. Probabiliste. Oui. C'est un peu comme imaginer des dés qui seraient légèrement pipés. Ils rendent certains résultats plus probables, mais ils ne garantissent jamais un lancer spécifique. D'accord, je vois. Ou alors, une recette de cuisine. Les gènes, c'est la recette de base. Mais le plat final, il dépendra aussi de la qualité des ingrédients que vous avez, ça c'est l'environnement, du tour de main du cuisinier, ça c'est l'épigénétique qui module l'expression des gènes, et d'autres facteurs. Donc, avoir une prédisposition, ça ne fixe pas le destin. Pas du tout. L'environnement joue un rôle absolument essentiel, mais son rôle est peut-être plus complexe qu'on l'imagine souvent, notamment sur la simple influence parentale directe. On y reviendra peut-être. D'accord, les dés sont peut-être un peu pipés, mais la partie n'est pas jouée d'avance. Compris. Alors maintenant, le deuxième dogme, le fantôme dans la machine. Cette idée d'un esprit désincarné qui piloterait notre corps. Est-ce qu'elle tient encore la route face aux neurosciences? Ah là, elle est sérieusement mise à mal. Vraiment. Tout ce qu'on découvre sur le cerveau, ça pointe dans la même direction. L'activité mentale, c'est l'activité cérébrale.
Il n'y a pas de chef d'orchestre immatériel qui serait séparé des musiciens biologiques, quoi. Hmm. L'exemple le plus saisissant, je trouve, ça vient des études sur les patients au cerveau divisé, les split brain. Ah oui, Chez ces personnes, le corps calleux, c'est ce gros faisceau de fibres qui connecte les deux hémisphères du cerveau, a été sectionné. Souvent, c'était pour traiter des épilepsies très graves. oui, les fameux de Gexinega Esperi. C'est fascinant ça. Chaque hémisphère peut fonctionner de manière quasi autonome, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et ce qui est vraiment troublant, c'est le rôle de l'hémisphère gauche, celui qui gère le langage chez la plupart des gens. Alors? Si on donne une instruction, mais visible uniquement par l'hémisphère droit, par exemple, un mot comme « levez-vous », flashé à gauche, la personne va se lever. Elle obéit. D'accord. Mais si, juste après, on demande à la personne, en fait, à son hémisphère gauche, celui qui parle, pourquoi elle s'est levée, elle ne va pas dire « ben, je sais pas, mon autre hémisphère me l'a dit ». Pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va inventer une explication qui semble logique, plausible, genre « oh, j'avais envie d'aller chercher un verre d'eau ». Attendez, ça veut dire que la voix dans ma tête, celle qui explique mes propres actions, elle pourrait parfois se raconter des histoires, qu'elle rationalise après coup des décisions prises ailleurs dans mon cerveau, sans même savoir pourquoi vraiment? Ben, C'est vertigineux comme idée. c'est exactement l'interprétation qu'en font beaucoup de chercheurs. Oui, notre conscience narrative, ce moi qui parle, qui se raconte, elle agirait plus comme un attaché de presse. Un attaché de presse. Oui, chargé de donner un sens cohérent, même si parfois c'est faux, aux actions, aux sensations. Plutôt que comme le grand PDG qui prend toutes les décisions en amont. Ça remet sérieusement en perspective notre sentiment de contrôle conscient. Vertigineux, oui, c'est le mot. Bon, passons au troisième mythe. Le bon sauvage. L'idée que l'humain est bon, pacifique, et que c'est la civilisation, la société qui le corrompt. C'est une image assez répandue quand même. Mais Pinker, lui, il la conteste aussi fortement. Ah oui, très vigoureusement. Et il s'appuie notamment sur l'archéologie, l'anthropologie. Contrairement à cette image un peu idéalisée d'un passé pacifique, eh bien les travaux comme ceux de Lawrence Keeley, par exemple, Oui. dans War Before Civilization, ils montrent que la violence interpersonnelle et même la guerre, c'était extrêmement fréquent dans beaucoup de sociétés sans État centralisé, les sociétés préétatiques. Ah bon? Plus que maintenant? Les taux de mort violentes, si on les rapporte à la population, y étaient souvent bien plus élevés que dans nos sociétés modernes. Même si on inclut nos guerres mondiales. C'est incroyable. Dans certains groupes qui ont été étudiés, la violence, c'était la cause de décès pour 20, 30, parfois même jusqu'à 60% des hommes. 60%. Ces chiffres sont terribles. Ils brisent complètement l'image d'Épinal. Mais alors, d'où vient cette violence si ce n'est pas juste une corruption par la société? Pinker propose une explication. Oui, il reprend et il développe l'analyse de penseurs comme Thomas Hobbes. L'idée, c'est que la violence n'est pas forcément une pure pathologie ou quelque chose d'irrationnel. Elle peut émerger comme une stratégie, souvent désastreuse, on est d'accord, mais une stratégie en réponse à certaines situations. Pour quelle raison? Pour 3 raisons principales selon cette analyse. D'abord, la compétition pour des ressources limitées, le gain matériel. Ensuite, la méfiance, la peur de l'autre, la sécurité. Frapper avant d'être frappé, en quelque sorte. D'accord. Et troisièmement, la recherche de gloire ou de réputation. Pour la dissuasion, pour montrer qu'on est quelqu'un de redoutable qu'il ne faut pas attaquer. Présenter la violence comme ayant une sorte de logique sous-jacente, est-ce que ça ne risque pas un peu de la banaliser, de la rendre acceptable d'une certaine manière? C'est une critique qu'on pourrait faire, non? C'est une crainte tout à fait légitime, oui, mais Pinker insiste beaucoup sur la distinction capitale entre expliquer et justifier, ou excuser. Expliquer n'est pas justifié. Exactement. Comprendre les mécanismes qui peuvent mener à la violence, ça ne veut absolument pas dire qu'on l'approuve moralement. Au contraire, c'est justement en confondant ces mécanismes qu'on peut mieux réfléchir à comment concevoir des institutions, des normes comme l'état de droit, le commerce, la diplomatie, pour les contrecarrer. Je vois. L'existence des cultures de l'honneur, par exemple, dans des régions où la loi est faible, ça illustre bien cette logique. La réputation de violence devient une forme de protection par la dissuasion, même si ça mène à des cycles de vendetta absolument tragiques. D'accord, la distinction est très importante. Comprendre n'est pas cautionner. Bon, alors si on n'est ni des pages blanches, ni des bons sauvages par nature, et si notre esprit n'est pas un fantôme désincarné,
comment est-ce que la culture, cette force si puissante, interagit avec cette nature humaine que Pinker décrit? Eh bien, la culture, ce n'est pas une force extérieure qui vient s'imprimer sur une cire vierge. La culture elle-même, elle repose sur des capacités cognitives qui sont innées. C'est-à-dire? Apprendre des autres, imiter, transmettre des savoir-faire, tout ça, ça demande des mécanismes psychologiques assez sophistiqués. Par exemple, pour apprendre en imitant quelqu'un, il ne suffit qu'à de copier bêtement tous les mouvements. Non. Non, il faut deviner l'intention de la personne qu'on imite. Il faut comprendre son but. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, notre psychologie intuitive. Donnez-nous un exemple. Imaginez un enfant, ou même un robot d'ailleurs, qui regarde quelqu'un ouvrir un bocal un peu difficile. La personne force, elle tourne le couvercle, elle grimace, peut-être elle s'essuie le front. Oui. Pour apprendre à ouvrir vraiment le bocal, l'apprenant doit comprendre que le geste essentiel, c'est de tourner le couvercle, pas de grimacer ou de s'essuyer le front. Il doit inférer l'objectif, ouvrir le bocal, pour filtrer les actions qui sont pertinentes. Cette capacité à lire les intentions des autres, c'est un fondement de la transmission culturelle. Donc, la culture n'est pas une simple absorption passive. Elle a besoin d'une machinerie mentale qui existe déjà pour pouvoir fonctionner. Exactement. Et les différences culturelles énormes qu'on observe à travers le monde, alors d'où viennent-elles si tout n'est pas juste appris sur une page blanche? Elles sont indéniables, bien sûr, mais Pinker suggère qu'elles ne sont pas totalement arbitraires ou indépendantes de notre nature et notre environnement. Il cite des travaux comme ceux de Jared Diamond. De l'inégalité parmi les sociétés? Voilà. Qui montre comment des facteurs géographiques, écologiques, en interagissant avec les capacités d'innovation humaines, qui elles-mêmes viennent de notre psychologie, ont pu façonner des trajectoires très différentes pour les civilisations. La culture, c'est une interaction dynamique entre notre nature et le monde qui nous entoure. Tout ça, ça dessine une image de la nature humaine assez différente de celle de la page blanche. Et cette image, comme vous le disiez au tout début, elle ne laisse pas indifférent. Pinker consacre d'ailleurs beaucoup de place aux résistances, aux peurs que ces idées peuvent susciter. Oui, c'est un aspect absolument central de son livre. Il décrit une véritable peur de la nature humaine, une réticence profonde à accepter qu'on ne soit pas infiniment malléable. Une peur. Oui. Et selon lui, cette peur, elle existe à gauche comme à droite, d'ailleurs. Mais parfois pour des raisons différentes. Il identifie 4 grandes craintes principales. D'abord, la peur de l'inégalité. C'est-à-dire? Si des différences, que ce soit entre individus ou entre groupes, ont une base innée, est-ce que ça justifie les discriminations? Le racisme, le sexisme, c'est une grosse crainte. Oui, bien sûr. Deuxièmement, la peur de l'imperfectibilité. Si on a des penchants un peu sombres hérités de notre évolution, l'égoïsme, la violence, etc., est-ce que tout espoir de progrès social est vain? Sommes-nous condamnés? Troisièmement, la peur du déterminisme. Si nos pensées, nos actes sont le produit de notre biologie et de notre environnement, où est le libre arbitre? Où est la responsabilité individuelle? Et enfin, la peur du nihilisme. Si on est juste des machines biologiques façonnées par l'évolution, est-ce que la vie a un sens? Est-ce que les valeurs moraux ont un fondement solide? Ce sont des questions fondamentales. Oui, existentielles même. Et comment Pinker y répond à ces peurs? Eh bien, il argumente, point par point, que ces peurs reposent souvent sur des confusions logiques. Par exemple, sur l'inégalité. Il soutient que l'engagement pour l'égalité des droits, l'égalité des chances, c'est une position morale, c'est politique, et ça n'a pas besoin de présupposer que tous les individus ou tous les groupes sont biologiquement identiques. On peut et on doit traiter les gens équitablement, malgré leurs différences éventuelles. La valeur morale est indépendante du fait biologique. Voilà. Pour l'imperfectibilité, reconnaître nos penchants moins nobles, ça n'implique pas du tout de s'y résigner. Au contraire, ça nous pousse à chercher les meilleurs moyens sociaux, culturels, institutionnels pour les maîtriser, pour les canaliser. D'accord. Quant au déterminisme et à la responsabilité, ça c'est un débat philosophique énorme et complexe. Mais comprendre les causes d'un comportement, ce n'est pas la même chose que l'excuser. Il insiste beaucoup là-dessus. Et enfin, pour le nihilisme, il rejette l'idée que le sens et la morale ne pourraient venir que d'une source surnaturelle ou d'une séparation esprit-corps. Des valeurs humaines comme l'empathie, la coopération, la recherche de connaissances, elles peuvent très bien être comprises comme des produits de notre histoire évolutive et de notre raison. Et il parle de sophisme aussi, non? Oui, il dénonce surtout 2 erreurs de raisonnement très courantes. Le sophisme naturaliste, c'est croire que tout ce qui est naturel est forcément bon ou juste.
Ce qui est faux, évidemment. Les maladies sont naturelles, mais on ne les trouve pas bonnes. Et bien sûr. Et son inverse, c'est le sophisme moraliste. C'est l'idée que ce qu'on juge moralement désirable, par exemple l'absence de différence innée entre groupes, doit être biologiquement vrai. Ce qui revient un peu à laisser nos désirs dicter notre vision de la réalité scientifique. Ces deux sophismes sont importants à garder en tête, oui. Pinker évoque aussi les controverses parfois très très vives autour de chercheurs comme E.O. Wilson avec la sociobiologie ou Napoléon de Chagnon et ses études sur les Yanomami. Tout à fait. Il analyse ces épisodes comme des exemples où, selon lui, le débat scientifique a été un peu étouffé par des accusations politiques, des procès d'intention, où la peur des implications réelles ou fantasmées des découvertes a pris le pas sur l'examen objectif des faits. C'est compliqué. Oui, et il oppose ce qu'il appelle la vision tragique de la condition humaine. La vision tragique. Oui, celle qui reconnaît nos limites innées, qui souligne l'importance des institutions pour les contenir et qui prône une certaine prudence face aux grands changements. Il oppose ça à la vision utopique, Qui, elle, qui, elle, croit en notre malléabilité infinie, en la possibilité de nous refaçonner complètement par la volonté politique et qui a tendance à rejeter les traditions. Et pour Pinker, la science soutient plutôt la première vision, la vision tragique, ou du moins réaliste. d'accord. Maintenant qu'on a exploré ces idées et les controverses qu'elles peuvent soulever, la question qui brûle les lèvres, c'est quelles sont les conséquences pratiques de tout ça? Si on prend Pinker au sérieux, qu'est-ce que ça change concrètement? Par exemple, dans notre façon de penser l'éducation des enfants. Ça change pas mal de choses, potentiellement. Si l'esprit n'est pas une page blanche, alors l'éducation, ce n'est pas juste un processus où on remplit un récipient vide. C'est plutôt l'utilisation d'une technologie. Une technologie? Oui, une technologie pour enseigner des compétences qui ne sont pas naturelles pour notre cerveau dominidé, évolué dans la savane. La lecture, l'écriture, les maths abstraites, la pensée scientifique critique, tout ça, ce sont des inventions culturelles assez récentes à l'échelle de l'évolution. C'est vrai. Notre cerveau n'a pas évolué spécifiquement pour lire ou faire des équations du second degré. C'est pour ça que leur apprentissage demande des efforts conscients, des méthodes pédagogiques spécifiques. Et l'éducation, ça sert aussi à débugger nos intuitions naturelles, qui sont parfois trompeuses. Débugger nos intuitions? Bah oui, pensez aux biais cognitifs qu'on a tous. Ou à notre physique intuitive, on croit que les objets lourds tombent plus vite, par exemple, qui est souvent fausse par rapport à la physique scientifique. L'éducation aide à corriger ça. C'est une perspective intéressante. L'éducation comme un outil pour compléter et même parfois corriger notre programmation de base. Et dans cette réflexion sur l'influence de l'environnement, Pinker mentionne les travaux assez décapants de Judith Rich Harris, c'est ça? Oui, effectivement. C'est une des implications les plus débattues qu'il explore dans le livre. Judith Rich Harris, dans son livre The Nurture Assumption, qu'on pourrait traduire par le postulat de l'influence parentale ou quelque chose comme ça, elle avance une idée assez radicale. Laquelle? En se basant sur une relecture de plein d'études, elle suggère que l'influence la plus déterminante sur le développement de la personnalité à long terme, ça ne viendrait pas tant des parents, de l'environnement familial unique, mais plutôt du groupe de pairs. Des copains. Oui, des autres enfants que l'on fréquente en dehors de la maison. Elle suggère que les enfants s'adaptent avant tout à leur culture enfantine, à leur groupe social pour y trouver leur place. C'est une idée qui bouscule pas mal l'importance qu'on accorde traditionnellement aux pratiques éducatives spécifiques des parents. Alors là, voilà une idée qui doit faire jaser dans les chaumières. L'influence des copains plus forte que celle des parents sur le long terme. C'est provocateur, hein? Et pour finir sur les implications, qu'en est-il des arts? Pinker a aussi un avis assez tranché sur l'évolution de l'art moderne et contemporain, semble-t-il. Oui, tout à fait. Il critique certains courants du modernisme et du postmodernisme pour s'être, selon lui, un peu coupé de la nature humaine, Comment ça? en rejetant ou en ignorant des aspects qu'il juge fondamentaux de notre psychologie esthétique. Notre goût pour la beauté, même si ce goût est bien sûr modulé par la culture, notre appétit pour les histoires, les personnages, notre admiration pour la virtuosité technique, notre sensibilité aux émotions, au statut social. D'accord. En niant ça, ces mouvements auraient produit un art souvent élitiste, abscon, parfois même délibérément laid ou choquant. Et en faisant ça, ils auraient perdu le contact avec le grand public. L'idée de Pinker ici, c'est que l'art qui ignore ou qui combat notre psychologie héritée de l'évolution risque de devenir un peu stérile ou insignifiant pour beaucoup de monde. Il plaide pour un art qui dialogue avec nos facultés innées plutôt que de faire comme si elles n'existaient pas. Très bien.
Alors, si on devait essayer de synthétiser le message central de cette exploration-là, à partir de Pinker, ce serait quoi alors? Je dirais que reconnaître l'existence d'une nature humaine qui a été façonnée par l'évolution, ce n'est pas du tout une condamnation. Ce n'est pas tomber dans le fatalisme ou dans des idéologies régressives. Au contraire, Mais plutôt, c'est une clé essentielle pour mieux nous comprendre nous-mêmes, avec nos capacités cognitives qui sont incroyables, notre sens moral qui est complexe, parfois partial, on le sait, mais aussi avec nos penchants moins reluisants. C'est en comprenant cette nature complexe, ce mélange de lumière et d'ombre, qu'on peut espérer construire des sociétés plus justes, plus épanouissantes, en misant sur nos forces et en cherchant à pallier nos faiblesses. une compréhension lucide de ce que nous sommes comme point de départ, en somme. Pour terminer, quelles questions ou peut-être quelles pensées provocatrices on pourrait laisser mûrir chez ceux qui nous écoutent? Hmm, peut-être celle-ci. Si notre esprit, cet outil fabuleux qui nous permet d'analyser le monde et de nous analyser nous-mêmes, si cet esprit est lui-même un produit de l'évolution, avec ses propres biais, ses raccourcis, ses limites cognitives, Oui, comment peut-on utiliser ce même esprit pour prendre conscience de ses propres limitations et peut-être essayer de les dépasser? N'y a-t-il pas là un défi assez fascinant, une sorte de grandeur paradoxale de la condition humaine? Utiliser notre nature pour tenter de transcender, au moins en partie, cette même nature. hmm, C'est une réflexion sur la connaissance de soi, sur notre potentiel, qui ouvre, je crois, pas mal de portes.